Voilà, bonsoir à tous. On est en direct dans Bouge la France avec un programme ce soir. On va parler de la croissance. Est-elle sous-estimée? C'est Jean-Louis Gombault qui est derrière moi, qui va vous répondre dans quelques instants. Et je suis avec François Durper qui m'amène les derniers chiffres du Texas pour les élections, les primaires démocrates. Et c'est pas du tout ce qu'on croyait, hein. Tout le monde affiche la victoire d'Hillary Clinton. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Et finalement, on se demande si le grand vainqueur d'hier soir, justement, ce n'est pas Barack Obama. Il sera mon invité dans quelques instants pour nous décrire ça. Et puis la question du Figaro.fr, la place des minorités dans les listes électorales est-elle suffisante? 3 représentants sur ce plateau de ces minorités, pour le MoDem, Fadila Mehal, pour le PS, Razi Hamadi, et puis pour l'UMP, Kamel Hamza. Voilà, Bon Village, ce sera la chronique quotidienne sur les municipales en province. Et ben voilà, c'est l'ensemble de la soirée. Très très bonne émission. Tout de suite, le journal avec Marie-Laetitia Bourriez. Bonsoir à tous. Pas de plan de rigueur, pas de grand remaniement. À 4 jours des municipales, voici venu le temps des annonces à l'Elysée. Dans un entretien à paraître demain dans le Figaro, Nicolas Sarkozy dessine l'avenir post-élection et promet le maintien de François Fillon, selon lui, le meilleur pour mettre en œuvre sa politique. Nicolas Sarkozy qui était aujourd'hui au Sénat à l'occasion des entretiens annuels sur les moyennes entreprises patrimoniales. Il a affirmé qu'il comptait bien maintenir le cap de sa politique de réforme. Saveria Rojek. À 4 jours d'élections qui s'annoncent difficiles pour son camp, Nicolas Sarkozy revient aux fondamentaux de sa méthode, les réformes. Le chef de l'État veut en effet défendre le bilan de son gouvernement. Heures supplémentaires, fusion, ANPE, UNEDIC et régimes spéciaux. Les objectifs, je les tiendrai, pas du tout dans un esprit idéologique, mais simplement parce que c'est du bon sens. Ces réformes, nous n'avons pas le choix. Il faut les conduire. Sans prononcer une seule fois le mot municipal, le chef de l'État a donc confirmé ce cap des réformes. Création d'un 5e risque, formation professionnelle, mais aussi réforme de l'hôpital. Et devant les patrons réunis au Sénat, Nicolas Sarkozy annonce sa volonté d'aider fiscalement la transmission des entreprises familiales. J'ai donc demandé à Christine Lagarde et Hervé Novelli, dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie du printemps, de faire adopter un certain nombre de mesures importantes. Et il faut qu'on aille plus loin avec une fiscalité qui ne doit pas décourager le repreneur à prendre des risques. Et de mon point de vue, la moindre des choses, c'est qu'il puisse déduire de son revenu les intérêts des emprunts qu'il a consentis pour acheter son entreprise. Enfin, en pleine tourmente de lui-même, Nicolas Sarkozy a réaffirmé sa volonté d'un capitalisme moral. Demain, le Figaro publiera un entretien avec le chef de l'État, un moyen de dissiper les faux procès comme l'affirme son entourage. Cet après-midi au Sénat, Nicolas Sarkozy a donc plaidé pour une fiscalité lisible et stable pour la transmission des entreprises. Selon une étude de la Direction générale des entreprises, seulement 6% des sociétés patrimoniales sont reprises par un membre de la famille. Fabrice Cunet. Elle s'appelle Michelin, Seb, Deco, Bonduel. La France détient le record des entreprises dites familiales, mais cette spécificité est depuis quelques années menacée. Le coût d'une succession fait que finalement l'ensemble du patrimoine familial est à l'intérieur de l'entreprise et donc quand on a 20% ou 30% ou un certain pourcentage de droits de succession à payer, il est certain qu'on est obligé de vendre l'entreprise. Les grands groupes américains ou asiatiques sont les premiers à profiter de cette faiblesse. En France, la transmission est de moins en moins courante comparée à d'autres pays européens. Il y a des chiffres qui sont aujourd'hui alarmants. Moins de 10% des transmissions se font au titre familial. C'est 58% en Allemagne, 72% en Italie. Exemple avec Luc Darbonne, il prépare actuellement la transmission de son entreprise à l'un de ses fils. Un casse-tête. Pour lui, il faut plus de reconnaissance des entreprises familiales et s'inspirer du modèle allemand. Vous avez des droits de succession en Allemagne qui sont facilités sur l'outil de travail, sur l'outil. Donc c'est important. À partir du moment où votre outil de travail n'est pas taxé en succession, à ce moment-là, vous gardez toutes les possibilités pour continuer à investir sur votre marché. Un texte est très attendu par les dirigeants de ces entreprises familiales. Le projet de loi de modernisation de l'économie prévu au printemps, il doit apporter les premières solutions aux difficultés de transmission.
Demain, l'INSEE publiera des chiffres positifs pour l'emploi en France. Sur l'ensemble de l'année 2007, le taux de chômage est établi à moins de 7,9%. Le mécontentement des retraités face à la baisse de leur pouvoir d'achat. Demain, ils sont appelés à descendre dans la rue par leurs syndicats pour réclamer une des promesses de campagne de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, 17% des retraités reçoivent moins de 600 € par mois. Pour les syndicats, le gouvernement n'a pas encore mis en place de mesures à la hauteur des besoins. Hélène Mangiardi et Nicolas Béard. En mai dernier, 2 retraités sur 3 ont voté pour Nicolas Sarkozy. Une base électorale qui s'effrite aujourd'hui. La popularité du président a baissé chez les personnes âgées, moins 20 points depuis son élection. En cause, la question récurrente de leur pouvoir d'achat. Ces seniors sont les premiers parmi les catégories les plus touchées puisque leurs retraites ne sont pas régulièrement revalorisées, qu'ils ont pour beaucoup d'entre eux des petites retraites et que dans les enquêtes ils nous disent qu'ils ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Une situation qui se dégrade particulièrement pour les petites retraites. En 2008, leurs montants ont augmenté moins vite que l'inflation. Nicolas Sarkozy a promis aux bénéficiaires du minimum vieillesse une prime de 200 € dès la fin du mois de mars et une revalorisation de 25% de leur pension d'ici 5 ans. Des mesures jugées insuffisantes par les spécialistes. La difficulté des personnes âgées par rapport au coût de la vie et par rapport aux dépenses, c'est leurs propres difficultés personnelles par rapport à ce qu'elles ont à acheter tous les jours, l'inquiétude par rapport à la dépendance à venir, et enfin la situation à l'égard de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Il est évident que, d'une certaine façon, on ne pourra pas calmer toutes ces inquiétudes uniquement par une augmentation du minimum vieillesse. Le gouvernement devrait faire de nouvelles propositions de revalorisation d'ici la fin du mois, des mesures qui doivent s'adresser à ceux qui ne peuvent plus travailler plus pour gagner plus. La campagne municipale à Paris, Bertrand Delanoë regarde d'un œil sévère la main tendue par Marielle de Sarnez. Hier soir, la candidate du MoDem a évoqué un partenariat avec le PS après le premier tour. Pour le sénateur socialiste Jean-Luc Mélenchon, Bertrand Delanoë ne devrait pas s'aventurer sur ce terrain. Il était ce soir l'invité de Face à nous sur Public Sénat. Et non, il n'a aucune raison de le faire. Il n'a aucune raison de le faire. D'abord, c'est pas la ligne du parti. Deuxièmement, Bertrand est un homme très avisé. Il sait que la France entière regarde ce qu'il va faire à Paris, parce que Paris, ça représente beaucoup de choses. C'est un modèle pour beaucoup d'entre nous, à la fois dans la gestion de Paris, dans sa modernité. Oui, ça compte beaucoup pour nous tous, la gestion de Paris et la personne de Bertrand Delanoë. Donc, ça serait un très mauvais signal, et il le sait. L'actualité à l'étranger, c'est d'abord au Tchad le corps du soldat français retrouvé par les autorités soudanaises. Ce soldat appartenait à l'EUFOR, la force européenne de maintien de la paix. Il était porté disparu depuis un accrochage lundi soir à la frontière soudanaise. En Amérique latine, la situation est particulièrement tendue. Plusieurs jours après un raid colombien en territoire équatorien contre la guérilla des FARC, les troupes vénézuéliennes sont déployées le long de la frontière colombienne. En réaction, Nicolas Sarkozy a appelé les pays andins à la retenue. Dans cette crise, le président vénézuélien Hugo Chavez clame sa volonté de paix. Enfin, aux États-Unis, George Bush apporte son soutien à John McCain, adoubé hier soir comme candidat des Républicains. Côté démocrate, en revanche, le suspense est relancé par la remontée d'Hillary Clinton qui évoque pour la première fois la possibilité d'un ticket avec Barack Obama. Voilà Pierre pour les informations pour ce soir. Barack Obama, on va en parler dans un instant avec mon invité François Durper. On va parler également de la diversité à l'intérieur des municipales, mais tout de suite c'est l'économie. Et Jean-Louis Gombou nous rejoint. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Pierre. Alors, double annonce aujourd'hui de la part du gouvernement et de la présidence. D'abord Nicolas Sarkozy qui annonce une forte baisse, une baisse même sans précédent du chômage. On aura le chiffre exact demain matin. Et puis François Fillon, lui, qui estime que l'inflation va se calmer d'ici la fin du mois. Donc c'était un mauvais souvenir quasiment. On est à 3 jours des élections municipales. Est-ce que on peut accorder du crédit à ces bonnes nouvelles ? Écoutez, sur le chômage, on peut y accorder du crédit. Le chiffre sera publié demain et il montrera, M. Fillon d'ailleurs avait un peu brûlé la politesse
à M. Sarkozy en disant que ce serait inférieur à 7,9%. On revient pratiquement une vingtaine d'années en arrière, donc on peut effectivement parler d'une baisse sans précédent qui a démarré d'ailleurs en mars 2005 et qui se poursuit. Sur l'inflation, là, il ne s'agit pas d'un chiffre, il s'agit d'un pronostic, d'une prévision, évidemment faite à 48 heures ou 3 jours avant les municipales. Il se trouve que ça rassemble le consensus des économistes. Effectivement, à la fin du mois de mars, les négociations entre les fournisseurs et les distributeurs seront terminées et donc il n'y aura plus, disons, cette accélération des prix. Mais je signale que les prix ne vont pas baisser, les prix vont arrêter de monter à ce rythme et ils reviendront à un rythme plus normal, mais sur un niveau élevé de celui que nous connaissons. Donc il n'y aura pas de baisse des prix, simplement le gonflement va sans doute se calmer à partir du la fin du premier trimestre de cette année. Alors nous avons titré « Notre croissance est-elle sous-estimée ?» parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas grand-chose. On a moins de chômage, donc ça veut dire qu'il y a des emplois qui se créent, et en même temps on nous dit que notre croissance, elle est médiocre. Comment c'est possible? Alors on va prendre quelques chiffres. Effectivement, au cours de l'année 2000, on avait 4% de croissance et on avait au cours de l'année 2000 190 000 chômeurs de moins. En l'année 2007, on a eu 1,9% de croissance, donc 2 fois moins, et on a 190 000 chômeurs de moins. Donc pour une croissance de 2 fois inférieure, on a la même baisse du nombre de chômeurs. Je continue les chiffres. En 2006, nous avions 2,2% de croissance et on avait 250 000 créations d'emplois. En 2007, je viens de le dire, 1,9% de croissance et 300 000 créations d'emplois. Donc, les créations d'emplois vont plus vite alors que la croissance va moins vite. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, d'abord, pour relativiser, il est vrai que le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui partent à la retraite à cause des baby-boomers qui finissent leur carrière fait qu'il y a besoin de créer 3 fois moins d'emplois qu'en l'an 2000 pour avoir la même baisse de chômage. Donc ça, c'est sûr. Donc ça, c'est mécanique, déjà. Mais il y a un effet mécanique. Mais ça n'explique pas le contraste entre 2006 et 2007. Alors c'est là où on se dit, mais enfin, les chômeurs, on les compte un par un, les emplois créés, on les compte un par un, c'est pas compliqué, mais la croissance, c'est beaucoup plus compliqué à évaluer. Et les économistes commencent à se demander, mais en fin de compte, peut-être que la croissance est plus forte que celle qui est annoncée. Peut-être qu'on fait plus qu'1,9%. Et le gouvernement en est d'ailleurs persuadé, puisqu'il a demandé à ce que l'on recalcule la croissance de 2007, estimant qu'elle est peut-être effectivement sous-estimée. Puis il y a une hypothèse quand même plutôt pessimiste, ça c'est l'hypothèse optimiste, c'est que peut-être qu'on crée plus d'emplois parce qu'ils sont moins productifs. On fait des emplois de service à la personne, évidemment c'est utile, mais ça crée pas beaucoup de valeur, si vous voulez. Donc quelque part, on a soit une croissance plus forte qu'on ne le croit, et soit des emplois moins rentables qu'auparavant. D'accord, la vérité doit être au milieu de ce que vous venez de vous dire. Une fois que les calculs de croissance seront refaits, c'est-à-dire on va avoir ça dans quelques mois, évidemment, on dira oui, effectivement, la France est moins productive, donc elle crée plus d'emplois. Alors parlons de 2008, est-ce que 2008 sera aussi prolifique, aussi généreux en emploi que 2007? Est-ce qu'on est sur la voie des 5% promis par Nicolas Sarkozy pour 2012? 5% c'est le plein emploi. Hein. Promis par Nicolas Sarkozy pendant sa campagne et qu'il a réitéré aujourd'hui. Ce qu'on peut savoir, c'est qu'en 2008, on créera, la croissance des créations d'emplois sera de 2 fois inférieure à 2007. Donc ça va quand même se calmer. Pourquoi? L'immobilier, évidemment, est beaucoup moins porteur, ce qui fait qu'il y aura moins de créations dans le BTP. L'industrie continue à supprimer des emplois et le gouvernement a énormément baissé les contrats aidés. À partir de là, et comme la croissance ne va pas s'accélérer, il y aura la création d'emplois va être moins dynamique qu'auparavant. Cela dit, à la fin 2008, vous aurez moins de chômeurs qu'à la fin 2007. Donc on continue sur la même tendance, mais on y continue de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus soft que les mois précédents. Merci beaucoup Jean-Louis, à demain soir. On va parler maintenant des primaires américaines. On a annoncé la victoire, peut-être un petit peu tôt, d'Hillary Clinton. Explication tout de suite.
Voilà, avant d'en parler avec François Durper, qui est mon invité ce soir, on va revenir sur cette nuit américaine où on a effectivement annoncé la victoire d'Hillary Clinton, mais on va vous démontrer dans quelques instants que c'est pas aussi net que ça. Charlotte Riesi. Vous savez ce qu'on dit? La nation va dans le sens que choisit l'Ohio. Ohio, Texas, Rhode Island. En remportant 3 des 4 primaires hier, Hillary Clinton s'est remise en selle. Ce sont les cols bleus, les femmes et les hispaniques qui ont voté pour l'ancienne First Lady. Après 11 victoires consécutives, Barack Obama n'a remporté que le Vermont. Avec 1542 délégués, il conserve néanmoins une avance face à Hillary Clinton qui en compte aujourd'hui 1447. Peu importe ce qui se passe ce soir, nous avons pratiquement le même nombre de délégués que ce matin et nous sommes sur la voie de la nomination. En face, ce sera John McCain, le candidat du Parti républicain. Il a en effet dépassé le seuil des 1191 délégués nécessaires à l'investiture en remportant les 4 primaires d'hier. Ce soir, mes amis, nous avons gagné suffisamment de délégués pour déclarer avec humilité, confiance et avec un grand sens des responsabilités que je serai le candidat républicain à la présidence des États-Unis. Fort du soutien logistique et financier de tout le Parti républicain, l'ancien sénateur de l'Arizona peut maintenant se consacrer à la campagne présidentielle nationale. John McCain rencontrait aujourd'hui George Bush, un soutien risqué, mais qui pourrait l'aider à rassembler la frange la plus conservatrice du Parti républicain. Voilà, une chose est sûre, c'est vrai que McCain sera le candidat des Républicains. Ça, c'est une certitude depuis hier soir. En revanche, bonjour François Durper, auteur bien sûr de l'Amérique de Barack Obama. Mais vous êtes tellement venu nous voir et nous décrypter un petit peu tout ce qui se passe là-bas qu'on le sait maintenant. On revient sur les chiffres quand même, parce qu'on va commencer. D'abord, on ne comprend rien, hein, c'est officiel. Tout le monde, sur toutes les chaînes de télévision, notamment en France, dit voilà, etc. On ne comprend rien. C'est-à-dire que on est en train de dire que Hillary Clinton a gagné, revient dans la course, sauf que vous êtes en train, vous, de me dire avant l'émission qu'en fait, dans le Texas, Clinton a gagné, mais peut-être qu'Obama aura plus de délégués. Donc, ça marche comment? Alors, déjà, une première chose, elle a effectivement gagné l'Ohio. Ça, c'est une certitude. Voilà. Bon, elle a gagné l'Ohio. Maintenant, dans le Texas, il y a deux... Et Rhode Island. Et Rhode Island, qui est un tout petit État. Ouais. Il a gagné le Vermont, ça c'est sûr aussi. Voilà. Maintenant, le Texas, il y a 2 types de votes dans le Texas. Il y a ce qu'on appelle les primaires, et puis il y a ce qu'on appelle les caucus. Hein. On a vu un peu les images de ces caucus où les Américains se mettent en 2 groupes dans la salle, et puis c'est une sorte de vote comme ça. C'est pas à main levée, mais enfin on compte ceux qui sont là, quoi, en gros. Voilà, et en fait, là, on n'a pas encore le résultat des caucus. Et 67 délégués sont en jeu pour ces caucus. 24 heures plus tard, on n'a toujours pas le résultat. Ils sont en train de comptabiliser, et pour le moment, eh bien, dans les chiffres les plus bas, pour le moment, il faut être prudent, mais Barack Obama est à 56% sur ses caucus. Donc comme il est il est peu loin. Le chiffre est plus bas, ça, il peut être à 60 aussi. Il peut être à 60. Alors est-ce que ça veut dire que finalement, Obama a gagné le Texas? Ça veut dire qu'il pourrait avoir plus de délégués dans le Texas. Donc il a gagné le Texas. Alors effectivement, il peut avoir moins de votes populaires. C'est une course aux délégués. Mais là, il va y avoir en fait une opposition entre Barack Obama, qui on le voit privilégie l'arithmétique, la mathématique, en disant 2025 délégués, et qui est le plus proche, c'est moi, et entre hier et aujourd'hui, le vainqueur c'est moi, parce que j'ai le même nombre de délégués qu'hier. Or, on avait dit qu'Hillary Clinton devait, à un moment donné, Hillary Clinton, elle devra combler son retard. Ouais. C'est-à-dire que là, on n'a plus que 13 États. Je vous coupe, mais la grande leçon d'hier, c'est que Hillary Clinton n'a absolument pas comblé le moindre retard, puisqu'il y a exactement quasiment le même nombre de délégués d'avance qu'il y avait avant les primaires d'hier. C'est une question psychologique. Pour Obama. Pour le moment, en fait, il s'interroge sur le fait de qui a le momentum, qui a la dynamique. Eh bien... Hillary Clinton a peut-être stoppé la dynamique Barack Obama, et encore on le verra, parce que samedi il y a une élection dans le Wyoming et mardi il y a une élection dans le Mississippi. On est déjà la tête vers la Pennsylvanie, mais il faut faire attention. Hillary Clinton a tendance à dicter son programme en disant moi je vous attends en Pennsylvanie. Et il faut pas oublier que dans le Wyoming et dans le Mississippi, eh bien on a autant de délégués qu'en Pennsylvanie. Hein. Et la Pennsylvanie... Alors, ça veut dire, pour simplifier les choses, aujourd'hui, pour que Clinton ait une chance d'être la candidate des démocrates, que doit-elle gagner? Alors, c'est très mal parti pour les deux en quelque sorte. C'est un petit peu le constat de la soirée. Il y a une bonne nouvelle pour les démocrates, il y a une mobilisation terrible. Des files d'attente pour voter dans les primaires, pour voter dans les caucus. Mais il y a une mauvaise nouvelle, c'est que John McCain, lui,
c'est terminé, il est le candidat, et face à lui, il a deux candidats qui se divisent. Hillary Clinton qui ne peut plus gagner d'ici cet été. Pourquoi? Parce qu'elle a 100 délégués de retard, et qu'à un moment donné, il reste plus que 13 délégués. Il y a des calculs savants, voilà, et puis des calculs savants ont montré qu'il lui faudrait 60% d'avance dans chacune des consultations pour qu'elle passe devant Barack Obama. Et donc ça veut dire que Hillary Clinton, si elle veut l'emporter, elle l'emportera sans doute sur tapis vert cet été grâce aux super délégués et peut-être en raccrochant le Michigan et la Floride. Enfin, sauf que là, regardez, on a le tableau, là, le Mississippi c'est 40 délégués, la Pennsylvanie c'est 188 délégués, la Caroline du Nord 134, Indiana 84 délégués. Est-ce qu'on va aller jusque là, honnêtement? C'est-à-dire que là, il nous reste, pour faire le point, mais c'est dur de simplifier, c'est vrai que le système est compliqué. Il nous reste 611 pledge delegates à répartir et 352 super délégués, c'est-à-dire 963 délégués à répartir. Obama a besoin de 543 délégués pour aller à 2025 et Clinton a besoin de 635. Bon, donc ça va être très dur pour l'un et l'autre d'atteindre ce seuil. Pour Hillary Clinton, c'est quasiment fini. C'est-à-dire que là, elle devait gagner avec de l'avance dans les deux États. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait il y a quelques semaines. Là, elle a réussi à transformer une demi-victoire en victoire totale. En triomphe, alors que ça n'en est pas du tout. En triomphe. Le triomphe, ça aurait été, il suffit d'écouter Bill Clinton il y a quelques semaines, le triomphe, ça aurait été de gagner les deux avec 20 points. Et Hillary Clinton a dit, je laisse un petit peu le mois de février à Barack Obama, et puis je vous attends le 4 mars et je refais mon retard. Bon, elle n'a pas fait son retard. Il y a le même nombre de délégués qu'hier à 10 délégués près. Donc alors vous n'avez pas répondu à ma question. Que faut-il faire pour qu'elle ait une chance? Faut qu'elle gagne tout maintenant? Alors le scénario pour que Hillary Clinton l'emporte, eh bien qu'elle gagne, qu'elle soit effectivement dans un momentum. C'est possible. Elle a peut-être inversé la dynamique. On va le voir dans le Wyoming, on va le voir dans le Mississippi. Dans le Vermont, c'était pas le cas. Oui, dans le Texas, c'était pas le cas non plus. Voilà. Alors on va lui donner ce crédit-là. On va voir dans les prochains jours ce qui se passe. Mais c'est vrai que le Mississippi, c'est pas forcément bien parti pour elle. On sait que le vote noir est important. Vraisemblablement, Barack Obama va revenir là. Elle joue à l'extérieur. Elle joue à l'extérieur en quelque sorte. Bon, il y aura pas d'hispanique, par exemple. Donc, il lui faut gagner avec une marge importante, et il lui faut surtout miser sur quelque chose, c'est-à-dire sur les super délégués, qui sont les cadres du parti, convaincre les super délégués que Barack Obama est un moins bon candidat qu'elle, et peut-être même réussir à raccrocher, vous savez, les deux États qui ont été punis par le parti, c'est-à-dire le Michigan et la Floride, parce qu'ils ont anticipé le vote. Bon, ça serait en quelque sorte une victoire sur tapis vert pendant la convention démocrate de cet été. Mais pour Barack Obama, les nouvelles ne sont pas nécessairement bonnes non plus. Oui, parce que maintenant, ils vont devoir continuer à se battre entre eux. Expliquez-moi juste une chose, comment va faire Hillary Clinton, qui aujourd'hui a lancé l'idée d'un ticket, comme de par hasard? Quand on lance l'idée d'un ticket, c'est qu'on dit qu'on va pas gagner en principe. C'est pas celui qui gagne qui propose ça. Elle dit qu'elle remporte haut la main, et puis elle propose à son adversaire un ticket. Donc, elle va prendre un peu comme Premier ministre, quoi, en gros. Donc voilà. Et comment va-t-elle faire pour expliquer aux démocrates qu'il faut, quand elle aura perdu, si ça arrive, ce qui est probable aujourd'hui, qu'il faut soutenir Barack Obama, alors que ça fait quand même 6 mois qu'elle dit qu'il est incapable de gouverner un pays? Eh bien, le problème, c'est même au cours des derniers jours, parce que là, on a franchi un cap. Il y a eu un spot. Voilà, il y a eu un spot terrible montrant que il y avait une crise internationale, et puis il y a un téléphone qui sonne à la Maison Blanche et on entend une voix dire, eh bien, vous voudriez qui doit répondre à ce coup de téléphone? Et évidemment, elle joue sur la peur et sur le fait qu'il faudrait que ce soit Hillary Clinton qui y réponde, parce que Barack Obama est trop jeune, qu'il est inexpérimenté en matière de politique étrangère. Donc elle joue sur l'incapacité de Barack Obama à gérer une crise internationale. Donc vous l'avez dit, comment dans quelques semaines, si c'est Barack Obama qui est investi, Hillary Clinton va expliquer que sa parole a du crédit. Un candidat formidable qui saura très bien faire. Et d'ailleurs, on pourra penser que John McCain, parce que si Barack Obama a moins de crédibilité par rapport à Hillary Clinton sur la politique étrangère, eh bien Hillary Clinton, elle, a moins de crédibilité que John McCain sur la politique étrangère, qui est un ancien du Vietnam, qui en matière de sécurité, lui,
un indice de crédibilité très fort. En quelque sorte, John McCain, il pourrait reprendre le spot d'Hillary Clinton et remplacer Barack Obama par Hillary Clinton. On imagine un peu ce que ça peut donner. Donc, si vous voulez, au sein du parti aujourd'hui, il y a vraiment un débat au sein du Parti démocrate sur jusqu'où peut-on aller dans ces critiques? Ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis tous les deux. On l'avait dit la dernière fois. On a un parti républicain qui est en peine parce que 22 millions de démocrates se sont déplacés pour avant hier. 22 millions de démocrates s'étaient déplacés, de sympathisants des démocrates s'étaient déplacés pour les primaires. Seulement 11 millions de républicains. Donc on a vraiment un enthousiasme démocrate. On a deux excellents candidats. Et à partir de cette victoire qui semble leur tendre les bras, eh bien, sur ces divisions en fait fratricides, pourraient coûter la victoire aux démocrates. Enfin, sans compter les 300 millions de dollars qui sont dépensés par les deux candidats. C'est quand même, ça serait un gâchis aussi financier. C'est vrai qu'en plus il y a ça. Mais en revanche, là où Hillary Clinton est très forte, c'est quand même, elle a réussi depuis 24 heures à faire croire au monde entier qu'elle avait gagné, ce qui n'est pas le cas, puisqu'elle a le même truc, elle a le même écart avec Barack Obama aujourd'hui. Est-ce que c'est justement pas une mauvaise nouvelle pour les démocrates que le combat se prolonge en fait? Est-ce que à un moment donné, il y a quelqu'un qui va amener l'idée de la raison et d'arrêter tout pour se préparer pour le vrai combat contre les républicains? Effectivement, c'est ce que disait Howard Dean, le chef du Parti démocrate, il y a quelques jours. Il est mauvais que la course continue, mais aucun super délégué, par exemple, n'a suffisamment de pouvoir, n'a suffisamment pour faire pression sur Hillary Clinton. On dit d'ailleurs que le seul à pouvoir faire pression sur Hillary Clinton, ça serait Bill Clinton, et Bill Clinton n'a pas intérêt. On le voit plus, puis il a intérêt à ce qu'il y ait un troisième mandat Clinton. Mais effectivement, il y a un rapport particulier d'Hillary Clinton et des Clinton aux médias. Et aux États-Unis, comme ce qu'on voit un petit peu en France aussi, il y a un enthousiasme pour Barack Obama. C'est vrai, beaucoup de journalistes aiment beaucoup Barack Obama, mais en même temps, on peut pas dire qu'Hillary Clinton est à se plaindre de la presse. Elle a perdu 11 consultations d'affilée, avec des surprises, par exemple dans le Wisconsin. Et la presse l'a laissé dans la course. Et aujourd'hui, parce que le momentum, on parle du momentum, les médias américains, ils sont pour quelque chose dans le momentum. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les médias américains préfèrent titrer sur le fait de dire Hillary Clinton ressuscitée dans l'Ohio et dans le Texas, plutôt que de dire c'est pas très vendeur. Le nombre de délégués est le même, et rien n'est changé depuis hier. François, merci beaucoup d'être venu. On pourra en parler des heures. D'ailleurs, on aura l'occasion de le refaire. On regarde samedi la prochaine primaire et on regardera évidemment ce qui va se passer. On va parler d'autres élections. Qui nous concernent d'un peu plus près. Ce sont les élections municipales maintenant et parler de la diversité. C'était la question aujourd'hui posée par le Figaro.fr. Voilà, alors on va parler des municipales, bien sûr en France, avec la question qui a été posée, qui est inscrite sur votre écran. La place des minorités dans les listes électorales est-elle suffisante? C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé et justement on a des personnalités qui sont concernées pour en parler sur ce plateau. Fadila Mehal, bonsoir. Vous êtes tête de liste Modem à Paris dans le 4e arrondissement. Kamel Hamza, vous êtes candidat UMP, bonsoir, à la Courneuve dans la Seine-Saint-Denis. Et puis Razi Hamadi, tête de liste PS à Orly-Val-de-Marne. La presse malheureusement en a beaucoup parlé parce que ça a chauffé un petit peu. J'espère que ça va mieux maintenant. Voilà, j'espère que ça va mieux maintenant. Avant de parler, parce qu'on fera un petit détour. Parenthèse, moi je me sens pas du tout concerné par le fait d'être une minorité. Mais c'est le but du débat. Parce que alors voilà, on va commencer comme ça. Les minorités, les diversités, voilà. Les minorités visibles, c'est vrai que voilà. Moi je voudrais vous poser une première question à vous trois. Honnêtement, lequel d'entre vous,
je vous mets dedans, est capable de dire que dans son parti, on joue moyennement le jeu sur la diversité. Moi, je suis capable de dire qu'on joue plus que moyennement le jeu. Dans le PS, donc. Dans le PS, il y a un problème entre la volonté nationale et quelquefois les freins au niveau local, mais les choses sont claires lorsqu'on compare le nombre de têtes de liste aux élections européennes, le nombre de députés européens, le nombre de vice-présidents aujourd'hui de régions, le nombre d'élus au Conseil municipal. Il y a 20 candidats PS chefs de file, mais ça veut dire pas forcément tête de liste dans les plus de 20 000, dans les villes de plus de 20 000 habitants. Oui, c'est le vrai défi par contre de tous les partis. C'est le scrutin uninominal. Sur les listes, je pense que le PS fait son boulot. D'accord, Fadila Meal. Alors moi je vais dire, le Modem il joue à fond le jeu parce que c'est un parti neuf, c'est un parti nouveau, il a été créé au mois de décembre, on avait beaucoup de sortants et donc du coup on a beaucoup d'entrants et que nous avons misé sur la diversité. Mais la diversité... Vous avez beaucoup de sorties aussi. On a beaucoup de sortants, c'est ce que j'allais dire. Ils se sont sortis d'eux-mêmes, ils se sont sortis du jeu et donc du coup vous savez que François Bayrou milite depuis longtemps pour la proportionnelle et puis sur le fait aussi que la diversité pour nous c'est quelque chose de plus large que simplement le strict focus sur l'immigration, parce que la diversité, vous parlez de minorité, mais en fait, toutes les minorités font une majorité. Alors, je vais vous en parler après des réactions je viens vers vous, Kamel Hamza. Est-ce qu'à l'UMP, ça se passe comme vous le souhaitiez? Déjà, Nicolas Sarkozy a montré la voie. Déjà, au niveau des ministres, on en a eu 3. On a Rachida Dati, on a Fadela Amara et Ramayad. Et il faut savoir qu'en Seine-Saint-Denis, on a quand même 4 chefs de file, 4 têtes de liste pour les élections municipales. Déjà, il y a une belle avancée, mais c'est sûr que ce soit à gauche ou au Modem, c'est pas suffisant. Il faudrait qu'il y en ait plus. On regarde, il y a 36 000 communes, aucun maire. Au niveau des élections législatives, il y a 577 députés. Aucun député issu de la diversité, donc je pense que c'est pas suffisant. Et alors, ce qui est décidé, et je repose la question à tous les trois, au niveau national, est-ce que c'est corroboré par ce qui se passe sur le plan local? Est-ce qu'il n'y a pas des résistances? C'est l'inverse, j'allais dire, il y a un vrai décalage. Moi, je tracte tous les jours, je fais du boitage au Marais, donc quartier quand même extrêmement précis, puisque c'est le cœur de Paris, c'est l'histoire de Paris. Et je m'attendais, en effet, en disant, certains m'avaient prédit une erreur de casting en allant là-bas. Et ce que je vois, c'est que les gens ne s'intéressent pas beaucoup à votre origine, ils ne s'intéressent pas à ce que vous êtes, mais à ce que vous voulez faire. Et donc les questions qui sont posées, c'est tout simplement des questions très concrètes. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de difficultés. C'est le pouvoir d'achat, c'est les trottoirs qui sont pas sécurisés, c'est le manque de crèches. D'accord, on va pas faire la campagne mais parce non, je ne fais pas la campagne parce qu'on se trompe de combat si on aborde la question que par le prisme. La difficulté, elle vient pas de l'opinion publique, elle vient des dirigeants. Non, moi je parlais justement quand je parlais de résistance, excusez-moi, on s'est peut-être pas bien compris. Quand je parlais des résistances, c'est à l'intérieur de votre parti. Alors je me retourne vers Asie. C'est vrai que entre ce qui est décidé, même si c'est pas satisfaisant au niveau national, et après ce qui se passe sur le terrain, vous avez pu mesurer à quel point à Orly c'était différent. En tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui à Orly, c'est qu'on est véritablement porté par la population, et je pense qu'on aura une belle surprise pour le premier tour le 9 mars. En tout cas, cela étant dit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, je suis d'accord avec vous. Vous savez, les citoyennes et les citoyens, quand ils votent pour leurs enfants, pour le projet, ils votent pas pour l'origine du candidat. Et heureusement d'ailleurs, il en demeure pas moins que je pense que les blocages que nous avons, ce sont des blocages qui trouvent, on va dire, une dimension encore plus grande du fait que le renouvellement lui-même est difficile dans la classe politique. Aujourd'hui, certes, je suis un Français issu de l'immigration, comme on dit. Mais je vais être Français issu de l'immigration pendant combien de temps encore? 50 ans, 100 ans? On n'a jamais présenté Nicolas. Ça notre carrière. Oui, peut-être bien. Et c'est ça qui est triste. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut le refuser. Nicolas Sarkozy, on l'a jamais présenté comme un candidat. Attendez, je termine juste sur ça. Nicolas Sarkozy, on l'a jamais présenté comme un candidat issu de l'immigration. C'est bien qu'il y a peut-être le sentiment que certains sont plus ou moins français que d'autres. Il n'en demeure pas moins que, et c'est ma dernière, c'est la dernière chose que je voulais vous dire. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, je suis le plus jeune candidat dans une ville de plus de 20 000 habitants. Bon, donc le problème, c'est que c'est pour tous les jeunes en politique qu'il est difficile. Regardez l'âge de ceux qui se sont fait élire en 77. On n'atteindra pas à 5-10 ans près cette moyenne d'âge-là.
Kamel Hamza. Moi, ce que je pense, c'est plusieurs sondages ont montré, que ce soit au HCI, que ce soit au Club du 21e siècle, que la France était prête à voter pour des candidats issus de la diversité. Le problème, c'est vrai que les partis sont peut-être pas encore assez prêts pour le faire. Moi, ce que je constate sur le terrain, c'est que un Kamel Hamza, c'est accepté. La Courneuve est une ville de la diversité. Beaucoup de gens m'acceptent, parce que déjà, je suis natif de cette ville, j'ai grandi dans cette ville, je revois beaucoup d'amis. Le problème, c'est parfois dans les partis adverses. Donc, on devient un alibi, qu'on n'est pas forcément de gauche. Et comment ça se passe justement, parce que le CEVIPOF a donné des statistiques sur les élections présidentielles. 80% des immigrés, là on parle, votent à gauche, ont voté à gauche pendant les présidentielles. On verra qu'à la Courneuve c'est pas le cas. C'est-à-dire il y a eu peut-être des choses qui ont été faites peut-être aux élections présidentielles. C'est vrai que il y a eu tout un travail de fait par à la fois le PS, le PC pour montrer que Nicolas Sarkozy était peut-être le Karcher, la racaille. On a essayé de caricaturer des mots. On verra qu'aux élections. Les mots qu'il a quand même prononcé. Hein. Oui, mais bon, après, il faut les mettre dans son contexte et puis il faut regarder ce qui s'est réellement passé. Je vais vous faire part des réactions des internautes parce qu'il faut quand même c'est le principe de cette partie de l'émission. Si je comprends bien, la question est celle de la représentativité des différentes couleurs de peau sur les listes électorales. Pourquoi serait-il moins indécent de se poser cette question en politique que quand Georges Frêche l'a posée pour le football? C'est vrai que, ne serait-ce que le fait de poser cette question, est-ce que finalement c'est pas un petit peu embêtant? Je pense qu'il y a une vraie difficulté par rapport à la population et puis par rapport à la représentation de cette population, c'est qu'elle ne se sent pas représentée. Il y a une partie de cette population. Et donc c'est une vérité. Quand vous dites ça, on pense aux quotas. Est-ce que il faut des quotas sur les listes électorales? Personnellement, et je pense que le MoDem, en tout cas, est contre la discrimination négative. Si on lutte efficacement quand je parle de quotas, c'est pas forcément négatif, c'est même positif. C'est une façon de dire, à partir de votre origine, vous êtes privilégié ou vous avez des postes de premier rang du donc fait de l'origine. Donc c'est la discrimination positive, ça. Nous sommes, personnellement, je pense que si nous luttions de façon efficace contre la discrimination négative, on ferait un pas significatif. Non, mais je voudrais revenir un peu sur la question de la représentativité. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même une classe dirigeante qui est extrêmement concentrée. C'est la plus concentrée d'Europe. La preuve, c'est qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont des mandats depuis 6 ans. 6 mandats de 5 ans. Par ailleurs, moi je crois qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'au lieu de se faire sur le mérite, sur, je dirais, la capacité et les compétences, elle se fait sur la cooptation, elle se fait sur l'hérédité, elle se fait sur l'héritage. Et aujourd'hui, pourquoi, malgré l'embellie des présidentielles, le plus grand parti de France, c'était le parti de l'abstention? Parce qu'il y avait une véritable défiance par rapport... Par rapport à certains dirigeants... Ça a commencé à s'inverser. Je reviens sur les quotas, remarque de Pietre. Chercher des quotas, est-ce que c'est une bonne chose? Je pense qu'à partir du moment où on se met à compter, on a perdu. En tout cas, moi, en fonction de ce en quoi je crois, le jour, et on commence là, et quand on entend Nicolas Sarkozy, ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur Hamza, il en a mis 3. Il a mis 3 quoi? Il a mis 3 femmes? 3 personnes qui parlent. Oui, d'accord, mais il a mis 3 quoi? Il a mis 3 quoi? C'est quoi le lien entre 3 jeunes? 3 Françaises. Des jeunes, il y en a d'autres. Il y a 3 Françaises. Issus de l'immigration, Nicolas Sarkozy, issus de l'immigration aussi. Il y a d'autres ministres qui sont issus d'une autre immigration. 3 quoi? 3 Français issus de l'immigration africaine ou d'origine africaine. Mais le problème, c'est quoi? C'est après, il va se passer quoi? Le MoDem, les socialistes, on arrive au gouvernement et on constitue un gouvernement avec 3 je sais pas quoi, et puis on va rajouter une origine polonaise, on va dire nous on a 3 plus 1. Et puis les autres vont dire oui mais nous on a des Chinois aussi. Non, vous craignez la surenchère un petit peu. Alors pour terminer, polonais, j'ai mon arabe, mais bien sûr, la politique et les candidatures, c'est pas constituer une affiche de publicité à la United Colors of Benetton. C'est porter des idées et porter des projets. Il en demeure pas moins que aujourd'hui, lorsqu'on voit la représentation au Parlement, lorsqu'on voit les différentes sphères de pouvoir, je suis d'accord avec ce que vous disiez précédemment. Il y a une concentration, quelquefois fondée en effet pas seulement sur la cooptation, mais le vrai problème que l'on a, c'est un problème qui est certes aussi celui de la diversité, mais majoritairement celui de la société. C'est un problème social.
Moi, je pense qu'on l'a fait avec les femmes sur la parité. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes en politique. C'est pas pour ça qu'on dit qu'elles sont incompétentes, qu'elles sont moins bonnes que les hommes. En ce sens, moins bonnes, moins compétentes. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse aussi la même chose. La discrimination positive pour des Français issus de l'immigration en politique. Il y a un moment donné, on le voit bien. Mais la femme, même pour toi, il y a un moment donné. C'est une partie du genre humain. Non, mais c'est un genre humain, comme Français issus d'immigration, c'est un genre humain. On est tous des humains. On est tous des humains. Le problème, c'est que si ça marche pas, si on laisse pas la place à certaines populations, les Français sont prêts à voter pour des Français issus de la diversité. Oui. Il serait temps qu'on puisse dire en politique, on va faire comme ce qu'on a fait pour les femmes. C'est-à-dire aujourd'hui, la parité, c'est de la discrimination positive. Ça, voilà, la discrimination positive, parce que c'est quand même ça qui est au centre de la discussion. On le fait pour les ZEP, on le fait. C'est pas bien la discrimination positive. Moi, je considère que c'est une bonne chose. Donc c'est une bonne chose pour le MP, on l'a compris, c'est vrai. Juste prolonger ce que dit Monsieur Hamadi. Moi, je crois qu'il faut pas être naïf. Il faut se dire aussi des vérités. Quand on dit 3 femmes, 3 quoi, dans la réalité, bien évidemment, juridiquement, ça n'existe pas, cette statistique ethnique, mais dans le regard de l'autre, dans le regard qui est porté, eh bien évidemment qu'il y a ce regard parfois oblique qui vient du fait que ces personnes sont nées ailleurs, et quand on voit une actualité extrêmement brûlante sur certains pays du Maghreb ou du Moyen-Orient, évidemment, il y a une focalisation et des archétypes qui reviennent, et donc ça, c'est travailler sur les représentations, c'est pas faire injure que de dire que ces personnes sont en tout cas regardées de façon différente. Moi, j'étais quand même frappée, même si je n'appartiens pas à l'UMP, de voir que quand même certaines ministres, notamment régaliennes, ont subi quand même des critiques extrêmement vives, qu'on a remis en cause de leur diplôme. Alors, moi, je m'interroge, je ne dis pas que c'est dû... C'était pour ça, parce que d'autres dépressions ont subi la même chose à son époque. Non, je dis, est-ce qu'on l'a fait pour d'autres ministres? Ceci étant, qu'on critique ces ministres pour leurs mesures, là, je suis tout à fait d'accord, mais force est de constater que quand même, on ne peut pas occulter cette dimension du collectif, du symbolique collectif, qui fait que certains n'ont pas toujours les chances qu'elles souhaitent et que leur performance est jamais parfois mise en avant. 15 secondes pour terminer, parce qu'après je vais être en retard. Non, moi ce que je pense aujourd'hui, c'est que il y a pendant des années, la gauche a dit hors de la question sociale, point de salut. Il n'y a pas de question culturelle, c'est la question sociale. Moi je pense que c'est la question sociale, mais pas seulement, en effet. Donc ce que je dis moi aujourd'hui, c'est qu'il faut favoriser l'émergence de parcours et qu'en définitive ce sont les citoyennes et les citoyens qui décident. À Argenteuil, on aurait pu avoir un député issu de l'immigration maghrébine pour dire les choses telles qu'elles sont. Il a perdu l'élection à 1% près, à 600 voix. Bon, s'il avait gagné, on aurait dit il faut pas oublier ça. J'ai 15 secondes. Merci beaucoup. Moi, ce que je voulais dire, c'est que la diversité, c'est bon pour la France, c'est bon pour la République. Il serait temps qu'aujourd'hui les partis politiques puissent en mettre de plus en plus en avant, parce que plus on en voit, plus ils sont visibles, plus c'est la France qui avance. Et moi, je suis pour la discrimination positive, parce que peut-être ce débat, on l'aura dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, si on fait pas en sorte qu'on puisse appuyer cette ouverture. Vous restez avec nous 3 minutes. On va en province, dans le Doubs. C'est à Légras, c'est une petite commune qui est à quelques kilomètres de la frontière suisse, avec Delphine Girard et Pierre Bonde-Joseph, où là, le problème sur place, c'est comment faire pour attirer de nouveaux artisans et empêcher les entreprises de quitter la commune. Avec près de 50 salariés, la scierie Garnache est la principale entreprise d'Aigra. Bientôt centenaire, cette société a diversifié son activité en se lançant dans la construction de chalets. Alors ces arbres viennent pour la plupart de l'arc jurassien, c'est-à-dire c'est des bois du Haut-Doubs. Très vite, les carnets de commandes se sont remplis, mais aujourd'hui il faut attendre 1 an pour un chalet, car l'entreprise a de plus en plus de mal à recruter du personnel sur place. C'est-à-dire qu'au niveau effectivement du personnel, on a énormément de mal, parce qu'on est très près de la Suisse, et qu'au niveau du salaire proprement dit, et uniquement du salaire, on a du mal de tenir les gars, quoi. Le conseiller général, le député ne peuvent pas grand-chose, puisque quand on en parle aux instances parisiennes et qui regardent les statistiques, bon, ils s'aperçoivent qu'on est quand même dans une zone relativement bien lotie au niveau du chômage, puisque je crois que le taux de chômage ici doit varier entre 4 et 5%. Et les autorités parisiennes rétorquent que le Haut-Doubs n'a pas à se plaindre, est dans une situation privilégiée.
Les Gras font partie de la communauté de communes Val-de-Morteau. Dans ce contexte, la mairie perçoit une taxe professionnelle unifiée. Il est donc vital pour elle de conserver une activité économique sur son territoire. Il y a deux problèmes. Il y a le problème des jeunes qui commencent leur activité professionnelle en France, qui passent leur permis poids lourd, qui acquièrent une certaine formation. Une fois qu'ils l'ont, ils partent en Suisse, ils multiplient leur salaire par 1,5 ou par 2. Les entreprises françaises, comme l'entreprise Garnache, a beaucoup de soucis à se faire, donc il faut par d'autres moyens, d'aide aux ouvriers, d'aide aux horaires, d'aide de primes et de choses comme ça, garder leurs bons ouvriers. Pour les déneigements, on travaille pour la commune des Gras, pour quelques particuliers, pour pas mal de copropriétés. Tous les ouvriers ne quittent pas les Gras. Patrick Laitier, paysagiste l'été et déneigeur l'hiver, a agrandi son entreprise grâce à l'intervention de la mairie. Et la mairie a réussi à racheter ce site, donc, je crois pour l'euro symbolique aux propriétaires. Et ne sachant, la commune ne savait pas trop quoi faire de ce truc. Et nous, on avait un projet de construction d'un bâtiment un peu plus haut là-haut, beaucoup plus petit, beaucoup plus... Donc moi j'ai proposé au conseil de racheter pour le même prix, c'est-à-dire pour rien, quoi, le site, mais à ma charge de remettre au propre. Voilà. Avec la neige, Patrick Laitier ne manque pas de travail. Il n'est donc pas tenté de délocaliser son entreprise en Suisse, mais cette hémorragie de salariés est prise très au sérieux par les élus de la communauté de communes. Le problème qui se pose aux entreprises est un problème de compétitivité par rapport à la Suisse. La Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, n'a pas les mêmes contraintes que nous et par ailleurs est un pays qui est sans doute plus libéral avec un code du travail beaucoup plus simple, une durée de travail qui est plus importante que chez nous et des charges sociales moins lourdes. À ce niveau-là, la communauté de communes ne peut pas faire grand-chose malheureusement. À l'approche du premier tour des municipales, la question des travailleurs frontaliers reste une préoccupation pour ces maires. Ils refusent que leurs communes deviennent des villes dortoirs quand les habitants rêvent de travailler en Suisse. Voilà pour la situation de l'Aigra ce soir à 4 jours des élections. Je vous souhaite une bonne chance à tous pour dimanche. On va suivre ça bien sûr dès lundi sur Public Sénat et en particulier dans Bouge la France. On va se quitter maintenant. Laurent Duteil était le réalisateur, Pierre-Henri Jargon notre rédacteur en chef, Ariane Nicolas et Oriane Mancini ont préparé cette émission. Face à nous tout de suite, Jean-Luc Mélenchon avec Michel Grossior. Au revoir, à demain, merci, au revoir. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD, rendez-vous sur www.publicsenat.fr. Jean-Luc Mélenchon, sénateur socialiste de l'Essonne, est l'invité de Face à nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez interrogé par Hélène Pilichowski du Dauphiné Libéré, David Revaud-Dallon de Libération et Rosalie Lucas du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire pour ce rendez-vous de Face à nous. Vous incarnez Jean-Luc Mélenchon, l'aile gauche, très à gauche, diront certains, du Parti socialiste. Vos critiques visent aussi Nicolas Sarkozy, particulièrement dans son approche de la religion, donc de la laïcité. Vous publiez d'ailleurs cette réplique à son discours comme chanoine honoraire de Latran. Mais Jean-Luc Mélenchon, dans ce climat de sarcophobie, seriez-vous prêt, comme Julien Drey, à saluer la volonté réitérée du chef de l'État de se rendre à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, pays que vous connaissez bien, pour obtenir la libération d'Ingrid Betancourt? C'est un gadget hors sujet que ce déplacement du président de la République. Ça sert à quelque chose, tout le monde peut dire tant mieux, mais franchement le problème ne se situe pas à ce niveau-là aujourd'hui. La présence ou l'absence de Nicolas Sarkozy, c'est pas la question. La question, c'est comment les Colombiens ont-ils pu prendre une décision aussi incroyable
que de franchir les frontières pour aller bombarder chez le voisin. Dans quelle mesure, quelle est la cohérence de tout ça? Parce que nous, les Français, évidemment, nous sommes fascinés par la question, à juste titre, de notre compatriote qui est retenu en otage, ainsi que il y a 3000 personnes qui sont retenues en otage par les FARC. Donc tout ça nous fascine, mais nous ne devons pas perdre de vue qu'il y a tout un système interétatique qui est en place avec des enjeux. Par exemple, les Colombiens et les Vénézuéliens sont opposés pour le contrôle dans le Golfe d'une zone pétrolifère. Par conséquent, il est assez compréhensible que la Colombie se saisit de cette occasion pour provoquer un système de tension avec le Venezuela qui permet de le diaboliser au moment où d'autres initiatives peuvent être prises. La Colombie n'a pas pu aller chercher M. Reyes à l'endroit où il se trouvait sans avoir l'appui de moyens d'investigation qui sont directement ceux des États-Unis d'Amérique. Il n'a pas les moyens de le faire tout seul. Mais donc tout ça, il faut en tenir compte. Cette volonté de Nicolas comprendre... Sarkozy d'y aller, est-ce que ça ne peut pas faire pression de bonne façon sur le déroulement des événements, sachant que Ingrid Betancourt est en danger de mort? Oui, bien sûr, mais pardon, moi je ne veux pas dire de choses désobligeantes, mais c'est hors sujet, c'est pas la question, c'est pas posé. Enfin, si ça peut changer quelque chose, tant mieux, je le félicite. Il fait son travail. Moi, je suis pas dans ce domaine. C'est pas parce que c'est Monsieur Sarkozy, président élu par la droite, que j'ai a priori, je vais lui jeter des pierres quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise. Mais honnêtement, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la tension terrible entre ces pays, le fait que chacun des acteurs pousse des pions qui ne sont pas visibles par nous, parce que notre attention, à juste titre, est concentrée par d'autres problèmes. Mais c'est gravissime. Imaginez-vous que l'Espagne pourchasse des étatistes en France et décide comme ça de passer notre frontière, d'entrer chez nous, d'arrêter des gens, de tuer des gens. On dirait, mais enfin, il n'y a plus de droit international dans ces conditions. Donc, l'acte posé par la Colombie est gravissime. Qui plus est, Uribe est, à bien des égards, un voyou. Il a été signalé en 1991 par un rapport du Pentagone comme un homme lié directement au cartel de Medellín. C'est un homme qui est habitué à des méthodes extrêmement violentes, qui a obtenu par exemple le changement dans son pays de la Constitution pour prolonger à vie la possibilité d'être réélu dans l'ambiance de terreur que l'on sait. Pour 10 fois moins, Chavez au Venezuela a subi des campagnes de presse internationales pour avoir voulu lui aussi changer la possibilité de la reconduction de ses mandats. Donc faisons très attention. L'Amérique latine est à un bon tournant de son histoire. La vague démocratique, les progrès dans cette zone sont très importants. Et ça serait dommage que tout soit catastrophé par des provocations de cette nature. S'agissant de cette initiative présidentielle, êtes-vous d'accord avec votre camarade Julien Drey qui salue là le geste du bon, je cite, du bon Sarkozy? Est-ce qu'il y aurait un mauvais et un bon Sarkozy qui, en l'occurrence, sur ce dossier, se révélerait? Bon, tout le monde sait que Julien Drey et moi avons milité tellement longtemps ensemble que j'ai toujours pour lui, quoi qu'il dise, de la tendresse. Mais là, je pense que tout ça relève des aventures de Tintin et Milou que de la politique internationale. Donc, et pourtant, il y avait des négociations apparemment entre pour la libération d'Ingrid Betancourt déjà avec l'Élysée. Donc ça veut dire que c'est quand même pas Tintin et Milou. Il peut quand même être actif dans. Oui, oui, mais c'est autre chose. Ça. Ben oui, c'est autre chose. Mais vous dites que c'est pas le sujet. C'est quand même le sujet là. Je comprends bien. Je comprends bien les négociations. Oui, tout à fait. Et le président de la République est dans son rôle. Je ne discute pas ce point. La question, c'est les aventures de Tintin et Milou. La question que l'on me pose est qu'est-ce que je pense de la visite sur le terrain de Monsieur Nicolas Sarkozy pour aller récupérer Ingrid Betancourt? Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas le sujet. Les négociations ne sont pas de ce niveau. La tension qui existe entre les pays ne sont pas de ce niveau. Maintenant, si cela contribue à faire libérer Ingrid Betancourt, mais qu'il y aille. Je n'y ai aucun inconvénient et j'applaudis d'avance à la libération de Madame Betancourt. Mais nous tous qui sommes ici autour de cette table, des gens sérieux, qui essayons de nous documenter, nous devons essayer de comprendre ce qui se passe. Et la réponse à la tension entre la Colombie qui bombarde ses voisins et ses voisins, c'est pas est-ce que Nicolas Sarkozy va aller à la frontière avec des reporters, des journalistes, des avions, récupérer notre compatriote. C'est pas ça. Voilà. Pour le reste, tout va très bien. Vous pensez que les négociations et la tentative de médiation de M. Chavez, pour l'instant, ça va être au point mort, ou vous pensez qu'il va pouvoir encore... Je crois que là, nous sommes très mal embarqués. Je pense que la Colombie avait un intérêt particulier à tout bloquer. Je ne m'explique pas autrement, parce que, je ne suis pas un spécialiste des FARC, qui sont politiquement, pour moi, difficiles à identifier, et avec qui, honnêtement, moi, je ne me sens pas d'atome crochu d'aucune sorte. Hein. Mais enfin, toujours est-il que, à partir du moment où le numéro 2 se trouvait
chez les voisins, dans un campement visiblement installé, d'après ce qu'on peut lire ici et là, pour favoriser un échange, et que la Colombie intervient militairement à ce moment-là, on voit bien que le président Uribe a intérêt à bloquer les choses. Donc je ne sais pas ce que Chavez va pouvoir faire. Mais quand vous envoyez des troupes à la frontière, on peut pas dire que ce soit le moment où vous êtes dans une phase de médiation. Mais la responsabilité, d'après moi, en incombe à Uribe et aux Colombiens et aux Américains, bien sûr. Je prolonge la question de David. Est-ce que c'est le bon Sarkozy, selon vous, qui agit quand effectivement il mise sur Hugo Chavez, contrairement aux Américains par exemple, qui sont derrière Uribe? Ben, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Uribe n'est pas efficace. Uribe ne sert à rien, à part... c'est un homme qui a été lié aux bandes de la Contra, qui tue des gens, qui les assassine en parallèle exact avec le FARC. Ce sont les mêmes méthodes, la même violence. La différence, évidemment, c'est que Álvaro Uribe est élu avec 60% d'abstention. Tellement dans ce pays, tout est détraqué. Il vaut mieux s'adresser à quelqu'un qui peut avoir de l'influence, de l'autorité dans la région. Maintenant, moi, je ne suis pas dans la négociation. Il ne semble pas que Chavez ait eu dans les dernières négociations qu'on a vues il y a un mois ou deux, eu une efficacité redoutable non plus. Chavez, moi, oui, je pense que d'abord, il ne se serait pas proposé s'il se sentait pas fort, s'il se sentait pas sûr de lui. Donc, je pense qu'il a de l'efficacité. Parce que les FARC circulent. La dernière fois, ça n'a pas été vraiment le cas. Hein. Moi, je pense qu'il en a parce que les précédentes libérations n'ont pas pu se faire sans que... Mais peut-être que non, je ne sais pas vous dire, moi, il fait ce qu'il peut. Ce qui est sûr, c'est que Uribe n'est pas efficace, parce qu'il est haï, non seulement, attention, là on ne parle que des FARC et de Uribe, mais en Colombie, il n'y a pas que les FARC et Uribe, il y a aussi une opposition de gauche, une opposition qui est devenue minoritaire, social-démocrate, qui s'appelle Parti libéral, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, et une opposition qui s'appelle le Pôle démocratique, qui est composée de gens courageux, qui ont rompu, pour certains d'entre eux, avec la guérilla, le FARC, et puis qui en même temps s'opposent à Uribe, qui sont des gens très courageux, et ceux-là disent c'est comme ça qu'il faut faire. Et parlons avec Chavez parce qu'il peut nous aider. Mais encore une fois, sur ce point précis, moi j'ai pas envie de dire quoi que ce soit qui puisse être contraire à l'attitude que doit avoir tout responsable politique français à l'égard de la bataille pour faire libérer Madame Bettencourt, c'est que tout ce qui nous permet d'y arriver est bien. Dans l'actualité française, il y a ce qu'on appelle la guerre du patronat, le bras de fer entre le MEDEF et l'UIMM, la guerre entre les anciens et les modernes, dit-on. Est-ce que vous soutenez Laurence Parisot dans son opération main propre? Oui, j'ai vu que Rocard avait dit qu'il fallait soutenir. Bon, naturellement, Michel Rocard lance un appel dans le monde, tous derrière Laurence Parisot. Il cite Jaurès d'ailleurs, dans son hymne au patron qui exerce la difficile fonction de direction dans l'art de produire. Ça, c'était dans la Dépêche du Midi en 1890. Alors, tous derrière Laurence Parisot, Michel Rocard, Jean-Luc Mélenchon. Il est assez odieux de prélever des phrases de Jaurès en faveur du patronat quand on connaît ce qu'a été la lutte de toute sa vie. Et puis il y a un Jaurès avant, après, bon bref, je n'aime pas ça, je n'aime pas qu'on fasse ça. Surtout pour dire une bêtise du genre soutenir Madame Parisot qui n'a pas besoin de nous. Madame Parisot devrait poser le premier acte moral auquel on devrait s'attendre de sa part. Si elle est si indignée, si tout ça est tellement monstrueux, eh bien qu'elle porte plainte. Après tout, l'UIMM est membre du MEDEF. Monsieur Gauthier Sauvagnat était son numéro 2, qu'il porte plainte. Et à ce moment-là, on verra si tout ça c'est de la comédie ou si c'est sincère. Par conséquent, Michel Rocard, une fois de plus, aurait mieux fait de se taire. La deuxième, ou de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de créer si vite manifester son admiration. Là, il a pris le temps de réfléchir et d'écrire, puisqu'il publie une longue tribune dans Le Monde. C'était une figure rhétorique. Oui, bien sûr. Voilà. Mais il argumente. Il dit que le combat de Madame Parisot nous concerne tous. Le capitalisme sombre dans l'immoralité. Il l'ajoute aussi. C'est vrai ça. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Mais de toute façon, moi je ne vois pas les choses comme ça. Encore une fois, il y a les apparences et puis il y a le fond. Le fond, c'est que indépendamment des batailles de personnes qui doivent exister, des tensions qui existent dans toute organisation. Bon, là il y a un enjeu, c'est l'argent et les mandats. Les mandats patronaux, ça c'est très important. Dans cette bataille, il est très amusant qu'on ait tout de suite baptisé les deux camps, les modernes et les anciens. Alors les modernes, qui c'est les modernes? Les activités de service, qui sont regroupées derrière Madame Parisot et qui ont fait sa victoire dans l'élection à sa présidence du MEDEF. Voilà les modernes. Les archaïques, qui c'est? Les autres, les patrons du secteur productif. La métallurgie et puis tout ce qui va autour, tout ce qui va autour.
Et certaines pratiques anciennes, comme les valises de billets. Oui, parce que naturellement, le MEDEF n'était pas au courant, ça avait beau être son numéro 2, il y avait beau avoir plus de 100 types qui avaient un mandat, personne ne savait rien, ni Madame Parisot, ni personne. Vous pensez que sa colère là est feinte Totalement. Ouais. Je pense que c'est un règlement de compte qui a une racine personnelle. Madame règle ses comptes avec ceux qui n'ont pas voté pour elle à la dernière élection au MEDEF, mais plus profondément, plus en profondeur, je crois à une compétition devant la responsabilité, devant le pouvoir d'influence. Je crois à une compétition entre deux secteurs patronaux français. Pourquoi je l'évoque ? Parce que j'ai eu à en connaître du temps où j'étais ministre de l'enseignement professionnel. Les deux secteurs ne parlaient pas de la même manière. Quand je m'adressais aux dirigeants des entreprises, des branches patronales de services, les questions de qualification, les questions de convention collective, tout ça, c'était pas l'essentiel pour eux. Quand je m'adressais aux branches patronales productivistes, on va dire, on va mettre des guillemets, dont Monsieur de Caland, dont il est question là, alors les bras de fer étaient terrifiants, parce que ce sont des gens très rudes, très durs. Mais on causait qualification, on causait convention collective, on parlait diplôme, voilà. Donc c'est bien deux mondes patronaux, et c'est quelque chose qui a à voir avec la conversion du capitalisme de notre époque au capital financier. Donc voilà, alors, moi comment je lis leur montrez baston. votre attachement à, effectivement, à ce monde productiviste que représente l'UIMM. Vous dites il faut sauver l'UIMM, alors quand on vous entend. Non. Parce que l'UIMM, c'était quand même, comme vous dites, des gens très durs, c'est quand même le patronat réactionnaire. Mais qui a un rôle clé que vous voulez défendre. Je dis seulement, non, je n'ai pas dit ça. Vous me posez une question. Est-ce que je dis il faut défendre Madame Parisot? Je réponds non. Madame Parisot commencera à me convaincre quand elle aura porté plainte pour cette caisse noire. Elle ne l'a pas fait. Je ne suis pas concerné par ces gesticulations moralisantes. Deuxième point, je dis cette bataille n'est pas qu'une bataille de personnes. Elle représente une bataille entre deux secteurs du capitalisme français au moment où celui-ci doit accélérer sa mutation pour s'incorporer à un régime monde du capital financier qui est transnationalisé, dans lequel les industries de services sont très allantes et les industries productives sont en retrait. Voilà, je ne dis pas il faut sauver. Maintenant, si vous faites une émission sur le thème que peut faire un homme de gauche par rapport au patronat, à part citer Jean Jaurès en 1890, nous pouvons nous demander de quelle manière il est possible d'avoir des accords avec le patronat si l'on veut faire un compromis avec le capitalisme. Oui. Alors, j'ai à connaître que les Français sont dans une situation particulière. En France, grâce à notre système des conventions collectives, alors que l'on baie d'admiration devant les pays de l'Europe du Nord, grâce à ça, 90% des travailleurs sont placés sous la protection d'une convention collective, tandis que dans les pays de l'Europe du Nord et du contrat, ce n'est pas le cas. Que se passe-t-il dans les pays de l'Europe du Nord? Le patronat est également pris dans la transnationalisation du capital. Que fait-il? Il abandonne petit à petit sa signature dans toutes les conventions collectives, si bien qu'au Danemark, vous avez 20% de travailleurs qui n'ont plus aucune espèce de protection en matière de santé. Donc nous avons, nous, intérêt, je dis les choses clairement, à nous entendre avec un patronat avec lequel on peut discuter, même s'il est dur, mais on peut discuter, faire des accords et que les accords soient tenus. Et là aussi, on pourrait dire à Madame Parisot, qui s'indigne, nous pourrions lui dire la chose suivante. Madame, si vous commenciez à faire respecter la loi et qu'il n'y ait pas 45 branches dans lesquelles les minima sociaux sont inférieurs au SMIC, c'est-à-dire où des gens peuvent rester pendant 10 ans alors qu'ils montent de grade en grade à l'intérieur, d'échelon en échelon, ils restent bloqués à salaire constant au SMIC, parce que le minimum légal, c'est le SMIC, et que les minima sociaux des branches patronales sont inférieurs. Voilà, madame, ce qu'elle pourrait faire pour moderniser, fluidifier, dynamiser les travailleurs, c'est-à-dire leur donner l'idée qu'en progressant, on améliore sa paye. Vous avez peut-être aussi fréquenté dans vos occupations de ministre, Monsieur Gauthier-Sauvagnat. Est-ce que, selon vous, il va manquer alors aux relations sociales dans ce pays? Parce que c'est un très grand connaisseur, il faut le dire. En matière de fluidification des relations sociales. Non, je ne crois pas. C'est un bandit de grand chemin. Oui, un bandit de grand chemin. Bah, écoutez, apparemment, quelqu'un qui distribue une caisse, qui fait une ponction solidaire des entreprises qui payent, comme vous le savez tous, vous l'avez tous entendu 100 fois, hein. D'ailleurs, vous nous l'avez répété à nous, les gens de gauche, quand on propose, qui payaient une contribution spontanée, volontaire, évidemment, de 0,4% de leur masse salariale au noir, à la caisse de leur entreprise patronale. Pourquoi faire? Pour soutenir les autres patrons dans leur rapport de force en cas de grève, et qu'on s'en va en lâchant une dernière calomnie, en disant c'était pour fluidifier les relations sociales, sous-entendu, comme j'ai arrosé tout le monde ferme sa bouche. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise, sinon bandit de grand chemin? Oui, c'est un bandit de grand chemin. Mélenchon, qui s'en va tout de même avec 5 années d'indemnité. 5 années d'indemnité. Oui, il a gagné là son indemnité. Ça représente. Oui, ça représente la valeur d'un siècle de SMIC.
Alors, pardon, peut-être mon jugement est primaire, mais je suis un homme de gauche, donc on peut comprendre que je sois primaire, mais je trouve ça indécent. Et je trouve qu'un homme dont l'activité essentielle a consisté à organiser des caisses noires, à distribuer de l'argent, il n'a toujours pas dit à qui. Pourquoi ne le dit-il pas? Pourquoi Mme Parizeau ne dit pas? Allez, dites à qui vous avez donné cet argent. L'enquête devrait le démontrer. Oui, l'enquête, mais là ils sont entre amis, non? Ils étaient tous autour de la même table, il était le numéro 2. Pourquoi elle ne dit pas, eh bien moi, j'exige de vous, Monsieur Gauthier-Sauvagnat, donnez les noms des gens à qui cet argent a été distribué. Pourquoi elle ne le fait pas? Mais écoutez, on a mis des gens en garde à vue pour 100 fois moins que ça, pour pas qu'ils voient les autres partie prenante d'une affaire. On a mis des gens en prison. Monsieur Gauthier-Sauvagnat, depuis des années, manipule des gens, corrompt des gens, parce que c'est ça que ça veut dire, fluidifier, c'est corrompre. Et il n'est pas en prison, il peut rencontrer qui il veut, il n'est pas en garde à vue. Alors, il y a donc bien 2 poids, 2 mesures. L'indemnité de départ qui est envisagée actuellement, c'est quand même Michel de Virville, donc qui est un des dirigeants aussi de l'UIMM, qui lui a accordé. Donc l'UIMM que vous défendiez plus ou moins tout à l'heure dans le rapport. Non, attendez, c'est terrible d'avoir une conversation ici. Je n'ai pas défendu l'UIMM, ni hier, ni demain, ni aujourd'hui. J'essaye d'expliquer les enjeux. Je ne défends pas l'UIMM. Est-ce que tout le monde m'a bien compris? Très bien. Je propose que Monsieur Gauthier-Sauvagnat soit mis en garde à vue. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un acte de en garde à vue. Oui, il est sorti libre. Il est sorti libre. Oui, pourquoi? Moi, j'estime qu'il trouble l'ordre public quand un corrupteur de cette envergure est dehors. Et maintenant, pendant que vous en êtes aux bonnes questions, il y en a une aussi qu'on pourrait poser à Monsieur Sarkozy, lui-même, personnellement. Car les sorties de fond de Monsieur Gauthier-Sauvagnat ne pouvaient pas passer inaperçues. Elles ont donné lieu à enquête de Tracfin. Qui est saisi quand Tracfin intervient? Le ministère des Finances. Qui était le ministre des Finances? Monsieur Sarkozy. Pourquoi M. Sarkozy, saisi de mouvements de fonds aussi importants en liquide, n'a-t-il pas saisi la justice ou demandé une enquête? Pourquoi son successeur, M. Breton, ne l'a-t-il pas fait non plus? Voilà des questions qui sont importantes. Tous ces gens gesticulent, font des pauses, recueillent l'assentiment de gens qui font des citations stupides de Jean Jaurès, et pendant ce temps-là, toutes ces questions, pouf, 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 on n'en parle pas. Alors, question à M. Sarkozy, pourquoi n'avez-vous pas saisi à ce moment-là la justice? Question au patron de la Banque Société Générale, adhérent du MEDEF, et apparemment un proche de Madame la présidente Parizeau, sachant que dans sa banque, il y avait une enquête de Tracfin sur un des comptes ouvert par un de ses copains du syndicat des patrons. Pourquoi, à cette époque-là, n'a-t-il pas saisi Madame Parizeau pour lui dire, écoutez, il y a quelque chose qui se passe, nous avons une enquête sur le dos de Tracfin, nous devons faire quelque chose, que se passe-t-il? Je veux des explications. Je pose la question à ce monsieur. Est-ce que ce monsieur avait posé la question à Gauthier-Sauvagnat à l'époque? Ils se connaissaient, ils fréquentaient les mêmes réunions, ils allaient au même cocktail, ils allaient au même bureau du MEDEF. Est-ce que le président je crois que c'est la Société Générale, ou la BNP, je me rappelle plus laquelle des deux. La BNP, je crois. La BNP. A-t-il posé la question à M. Gauthier-Sauvagnat? Voilà des questions. Ça, rien. Regard d'un côté et l'indignation de Mme Parizeau de l'autre. Tout ça est un théâtre d'ombre. Ces gens se fichent de nous et une partie d'entre eux devrait être assez légitimement en prison. Alors, une autre citation d'une responsable socialiste, parce que je vois que les citations vous font réagir vertement. Jean-Luc Mélenchon, Ségolène Royal, aujourd'hui à Toulouse, appelle à un vote moral contre la droite. Vous la rejoignez sur ce point? Qu'est-ce que ça veut dire? Contre un gouvernement qui ment. Ah oui, c'est bien, oui, elle a raison. Elle a raison? Non, elle a raison d'appeler à voter. On va avoir 2 bulletins de vote en un. On vote pour des équipes locales. Bon, je pense que nos amis, en général, on présente pas des minables, nos équipes sont bonnes. Et puis le même bulletin de vote a une signification nationale. Bon, parce que c'est M. Devedjian qui avait dit, au municipal, on va voir ce qu'on va voir. M. Devedjian, qui est le secrétaire général de l'UMP, veut dire, on va voir ce qu'on va voir, on va nous juger là-dessus. Bon, très bien, nous y voilà, on va vous juger. Donc c'est eux qui ont demandé que ce soit une élection nationale. C'est M. Sarkozy qui avait dit que c'était une élection nationale. Donc maintenant, nous voilà au pied de l'élection nationale. Ils n'avaient pas tort, parce qu'il y a un côté national dans l'élection locale. Pourquoi? Parce que quand vous voyez un maire, tout sourire, tout beau, qui vous dit, écoutez, moi, je vais vous aider à faire ceci et cela, nous allons faire payer les études du soir aux enfants et tout, le même qui soutient la politique du gouvernement, qui supprime des profs dans les collèges, qui supprime des profs au lycée, ces gens-là se moquent un peu du monde. Donc, de ce point de vue, Ségolène Royal a raison, il y a quelque chose d'immoral à ne pas assumer, quand on est un élu de droite, qu'on est membre de l'UMP, la politique nationale de l'UMP. Mais alors, c'est pour ça que la droite avait gagné les dernières municipales en 2001, alors que Lionel Jospin était Premier ministre. Ça voulait dire, en fait, que Lionel Jospin gouvernait mal la France et qu'il y avait quelque part un vote sanction aussi?
Ah ben en 2001, évidemment qu'il y avait un vote sanction. Nous étions très désemparés par ce vote. On avait le sentiment d'une injustice absolue parce que je vous rappelle... Parce que les résultats étaient bons, les résultats lyonnais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça le paradoxe. Il y a quelque chose qui nous a glissé entre les doigts. J'ai ma part de responsabilité, bien sûr, puisque j'étais membre du gouvernement. Oui. Nous avions des bons résultats. Oui. Le chômage baissait, les caisses étaient pleines. Bon, revenons aux élections, là, dans les jours qui viennent. Oui, c'est vrai, il y a eu un vote sanction, on peut pas dire le contraire. Comment vous sentez les choses? Vous pensez que les villes qui ont été perdues en 2001 là, peuvent être reconquises par la gauche? Je me méfie un peu parce que je voudrais vous dire, bon, les sondages sont ce qu'ils sont, des fois ils apparaissent assez fantaisistes, d'autres fois on a envie d'y croire. Bon, là on nous annonce une victoire, moi j'aime pas trop cette ambiance de victoire avant l'élection, d'autant que je voudrais vous dire quelque chose. Il y a en France un phénomène que les politiques ont du mal à penser, et les commentateurs aussi, c'est la pauvreté. La pauvreté, c'est un sujet de discussion, c'est pas un acteur de la discussion. Les pauvres, les gens menacés de paupérisation, sont dans deux situations psychologiques bien précises. Assommés, c'est-à-dire détruits, plus rien ne les intéresse, en fiche, c'est pas, dimanche c'est loin, il faut que je pense à demain matin, j'ai pas le temps de m'occuper des autres, bon, c'est assommés. Et les autres sont enragés. Notamment dans les classes moyennes qui en ce moment vraiment prennent de plein fouet. Je parle des classes moyennes dans ce qu'on appelle, c'est une classe idéologique, la classe moyenne ça n'existe pas, bon on est entre 9000 francs, je parle en francs. Vous parlez toujours en francs, Jean-Luc Mélenchon, c'est une petite provocation. Oui, mais ça permet à tout le monde de bien comprendre ce que je dis. Bon, le 2 fois le SMIC, bon, tous ces gens, je vais vous donner juste un petit exemple, je suis élu de banlieue. Alors les gens sont partis d'une belle banlieue, la mienne, Massy, et puis quand ils ont eu 3-4 sous, et puis ils ont acheté plutôt vers le sud du département, parce que là le foncier était moins cher. Alors quand ils sont arrivés au sud du département, c'était des urbains habitués au truc de la ville. Donc transport en commun, il n'y en a pas sur place, il faut y aller, 2 bagnoles. La petite maison, le chauffage urbain, il n'y en a plus. Donc il faut installer soi-même le chauffage. Total, rien que sur l'énergie, vous avez 790 € en moyenne d'augmentation pour le chauffage de la maison, je ne sais combien pour la voiture, dès que les gens commencent à être pris à la gorge. Oui. Pour le chauffage. Ils sont pris, parce que c'est ce chiffre que j'ai retenu, je ne suis pas dans ce cas, moi je suis au chauffage urbain, donc je ne connais pas le prix. Donc je l'ai retenu parce que ça m'a impressionné. Pris à la gorge, et ces gens-là deviennent enragés. C'est-à-dire qu'à un moment arrive où ils perdent plus rien, foutez-nous la paix. On ne veut plus rien savoir. Comment ça se fait que les gens deviennent... Et je ne sais pas ce que ça donne, ça, dans les urnes. Vous voyez, la situation, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire un parallèle entre 2001 et aujourd'hui. Quelque chose s'est aggravé. Il y a tout de même une similitude qui est que avant 2001, les sondages étaient très bons. Ils ne sont pas vérifiés. Là, les sondages sont toujours très bons. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, il y a un risque manifeste, puisqu'on l'a constaté chez certains élus, d'emballement, finalement, d'euphorie, qui est un petit peu caractérisé par les chiffres annoncés par François Hollande. Il annonce depuis 3-4 semaines 30 villes prises par le Parti Socialiste. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il commence à faire des réserves, il commence à dire que justement il faut faire attention. Parce que si c'est acquis, puis alors en plus il y a une présentation, François Hollande devrait y réfléchir de plus près. Il ne faut pas comme ça accepter les lauriers avant de les avoir cueillis. Bon, quand on dit c'est une victoire du Parti Socialiste, mais c'est très mal comprendre ce qui se passe. Les gens n'ont pas envie de donner une victoire au Parti Socialiste. Ils veulent appuyer des équipes, sanctionner la droite. Et puis c'est pas le Parti Socialiste, ce sont des listes d'union dans tous les cas. Alors si on commence avant même que l'élection ait eu lieu de réduire nos alliés au rôle de supplétifs, en même temps que d'ailleurs dans certains endroits on essaye de les dépouiller, bon, c'est pas bon, ça serait pas une bonne ambiance. Du MoDem, justement, à propos des alliances, puisque le score du MoDem est l'une des inconnues, particulièrement dans les villes où il présente des listes autonomes, parce que pour le reste, effectivement, c'est le radeau de la Méduse. On a vu les alliances, le radeau de la Méduse, le triangle des Bermudes. Non, c'est le radeau de la Méduse, ils sont là, bon, suivant les courants, ils flottent d'un côté, de l'autre, un coup à droite, un coup à gauche, un coup nulle part, avec toutes sortes de personnages étranges. Vous avez des Verts reconvertis en MoDem, des socialistes repentis, européens en MoDem, des UMP pas contents de leur place sur la liste. Bon, c'est une faune incroyable. J'ai connu ça déjà, c'était Génération Écologie, c'était il y a 10 ou 15 ans, c'était pareil. Une sorte de champignon politique, vite poussé à la faveur d'un orage, vite crevé à la faveur d'une sécheresse. Ah mais à Paris, le pousson, le champignon pousse toujours à Paris, puisqu'il semble grappiller quelques voix pour dépasser 10% des voix. Et Marielle de Sarnez propose à Bertrand Delanoë un partenariat dans le respect mutuel. Est-ce qu'il doit l'accepter? Mais non, il n'a aucune raison de le faire.
Il n'a aucune raison de le faire. D'abord, c'est pas la ligne du parti. Deuxièmement, Bertrand est un homme très avisé. Il sait que la France entière regarde ce qu'il va faire à Paris, parce que Paris, ça représente beaucoup de choses. C'est un modèle pour beaucoup d'entre nous, à la fois dans la gestion de Paris, dans sa modernité. Oui, ça compte beaucoup pour nous tous, la gestion de Paris et la personne de Bertrand Delanoë. Donc, ça serait un très mauvais signal, et il le sait. Mais surtout, j'ai envie de vous dire pourquoi il le ferait. Pourquoi est-ce qu'il ferait cette alliance? Allez, expliquez-moi. Parce qu'on me pose une question, je la trouve absurde. J'ai le droit à mon tour de poser une question. Et il en a parlé du score, avec un modem qui pourrait se maintenir. Pour ne pas en faire avec les Verts, par exemple. Et un modem qui pourrait se maintenir au second tour, par exemple. Il n'a aucun intérêt à faire tout ça. Parce que la loi électorale, beaucoup de commentateurs me disent ça. Je vous pose la question, je reconnais que je suis taquin. Parce qu'on me dit, ah mais pour faire une majorité. Ah non, il n'y a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que le système de la loi électorale prévoit que pour être au deuxième tour, il faut avoir fait 10%. Oui. Déjà, exit tous les autres. Oui. Y compris des risques inutiles, auront l'occasion de s'en mordre les doigts. Bon, on arrive au deuxième tour. Vous pensez à qui? Au Vert? Bah, oui, je pense au Vert, parce que c'est pas une attitude, c'est une attitude dure, ingrate, injuste, nous mettant en danger, poussant. Alors, vous comprenez, les Verts disent, on ne veut pas d'alliance avec le MoDem. Ça leur va bien, ils ont perdu la moitié de leurs troupes, ils sont partis au MoDem. Pourquoi rejeter le MoDem et Marielle de Sarnez, qui semble se montrer compatible avec le Parti Socialiste? Mais moi, je ne suis pas le maire de Paris, donc je ne réponds pas à sa place, je donne mon avis. Oui, moi, je pense que ce serait un très mauvais signal politique que de prendre le MoDem à Paris. Et j'ajoute, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce que la loi électorale prévoit que si on fait le deuxième tour, supposé avec les mêmes, tenez, on prend un exemple extrême, les Verts se maintiennent, le MoDem se maintient, le PS se maintient, l'UMP se maintient. On retrouve le classement du premier tour. D'accord? Union de la gauche en tête, UMP deuxième, troisième les Verts, ou le MoDem, et quatrième. On va au deuxième tour et on sort comme ça. Qu'est-ce qui se passe? La moitié des sièges du Conseil de Paris vont à ceux qui ont le plus grand nombre de voix, c'est-à-dire la liste d'Union de la gauche. Plus répartition à la proportionnelle de ce qui reste. C'est-à-dire que nous aurons plus d'élus socialistes et d'élus de gauche si nous ne faisons pas alliance que si nous faisons alliance. Donc c'est absurde. Pourquoi faire alliance? Ça ne sert à rien. Alors au-delà du cas parisien, vous évoquiez le fait que finalement ces accords avec le MoDem ne sont pas dans la ligne du parti. Or, plusieurs socialistes, et non des moindres, semblent prêts à accueillir dans leur port ce radeau de la Méduse que vous évoquez. Je pense notamment à François Rebsamen, maire de Dijon et numéro 2 du PS, qui a lui-même, encore plus loin que Bertrand Delanoë, fait accord avant le premier tour, en intégrant des candidats MoDem sur sa liste. Donc il a une liste qui va finalement des communistes, certains communistes du moins, puisque d'autres ont choisi de partir, des communistes au MoDem. Là, que répondre à... Qu'est-ce que vous avez envie de dire à François Rebsamen? Eh bien, c'est mauvais pour le PS, hein, les alliances avec le MoDem. C'est une erreur terrible, parce que d'abord, François Rebsamen n'a pas besoin de ça. Lui, il le dit pas comme ça. Hein. Il dit, mais moi, j'ai pris des personnalités, comme on a toujours fait. Avant, on les appelait républicains de progrès, ce que là, ils s'appellent, je sais pas quoi, progressistes républicains. Là, oui, à Dijon, il s'appelle bien MoDem. Alors, attendez, moi, je vous dis ce que nous a dit Rebsamen en bureau national. Demain, je vais à Besançon. Bon, on montrera sûrement les tracts. Moi, j'ai toute raison je préfère croire Rebsamen. Pourquoi? Parce que ça m'arrange. Bon. Donc, je crois Rebsamen. Il dit, j'ai pas fait d'alliance avec le MoDem. C'est un concours d'hypocrisie, là. C'est un concours d'hypocrisie, alors. Oui, bien sûr, mais on nage là-dedans, hein. Oui. On nage là-dedans, je vais vous répondre. Il n'a aucune raison de faire ça. Il n'avait pas besoin de ça pour gagner. Parce que la gestion de Dijon, renseignez-vous. Oui. C'est une bonne gestion. Il n'y a pas de problème. Bon. Pourquoi il fait ça, alors? Le seul résultat de cette bêtise, c'est d'avoir mis la pression à tout le monde. Parce que maintenant, si jamais vous dites non au MoDem, on vous montre du doigt, on vous dit vous êtes sectaire. Bon. Il a mis la pression à tout le monde et il a créé une illusion d'après laquelle on aurait besoin du MoDem pour être majoritaire. Encore une fois, je le répète. Qui François Bayrou? Pour être majoritaire. François Rebsamen. Ah, Rebsamen. Il nous a mis dans une situation qui est terrible. Et c'est très dommage que le numéro 2 du parti, qui s'est montré dans certaines circonstances si sourcilleux en matière de discipline, notamment à mon égard, à propos du référendum, soit pour une histoire finalement de cuisine locale, si méprisant à l'égard de l'orientation fixée par le congrès du parti. Finalement, on comprend plus très bien ce qu'est la ligne du Parti Socialiste en la matière, puisque vous vous dites que l'accord avec le MoDem n'est pas dans la ligne du PS. Rebsamen, lui, fait accord avec le MoDem, défendu par le directeur de cabinet de François Hollande, Stéphane Le Foll, qui nous dit ce que fait Rebsamen est tout à fait dans la ligne du parti. Donc, mais la question, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est pas que vous, avec votre aile gauche, vous condamnez le Parti Socialiste à un avenir minoritaire, alors que François Rebsamen, vous l'avez dit, lui, il cherche sa majorité pour être réélu. Oui. Non, mais d'abord, on va mettre de côté le fait que la ligne du parti, c'est celle que je viens d'énoncer. Il n'y en a pas d'autre.
Alors, il y en a peut-être une autre dans les couloirs, ou à Dijon, ou à Pétaouchnok-les-Bains, mais la ligne du Parti socialiste, c'est on ne fait pas d'alliance avec le MoDem. Si vous pouvez me donner un document qui contredit cette orientation fixée par le Congrès et par 3 bureaux nationaux au cours desquels nous nous sommes amplement expliqués sur le sujet, je l'examinerai avec intérêt. Pour l'instant, on en reste là. Ils sont indisciplinés, et sans doute, ils s'appliqueront à eux-mêmes les sanctions qu'ils voulaient m'appliquer à moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est l'illisibilité partielle d'une partie de ces élections municipales. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et alors, l'argument de Michel Grossior... C'est une question. C'est une question. J'ai compris que c'était une question, mais c'est une question pertinente, parce qu'on la pose souvent, et beaucoup de gens qui sont fascinés par l'instant se la posent. Voilà. Ils oublient que c'était la même situation quand il y avait la SFIO. Moi, j'ai fait partie, j'étais un jeune homme à cette époque, des gens qu'on a envoyés en 77 faire le tour village par village, dans le Jura, où je militais. On faisait le tour village par village. À l'époque, on rayait les noms sur les listes jusqu'à 5000 habitants. Il y a mieux vous dire que c'était quelque chose. Hein. Et on sortait tout ce qui était de droite, centriste, des listes, pour y mettre des communistes à la place et faire l'union de la gauche. Donc je sais l'énorme effort que ça a représenté d'orienter. Mais il faut savoir en politique, pas seulement faire des majorités, des additions de poireaux et de carottes pour faire des bonnes soupes. Il faut être capable en politique de tenir un cap, d'avoir une orientation, de dire que la gauche et la droite, ce n'est pas pareil pour des raisons que chacun peut constater. Nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Nous pouvons être tombés d'accord sur des priorités municipales. Fort heureusement, nous ne sommes pas ici en Colombie en état de guerre civile. Fort heureusement, nous nous parlons, quoique nous soyons d'opinions différentes. Mais la grandeur de la démocratie, c'est pas le consensus. C'est dans les dictatures qu'il y a des consensus. La grandeur de la démocratie, c'est la contradiction. La polémique qui permet à chaque citoyen de se faire son idée et de choisir. Ceux qui mélangent tout sont des gens qui votent, qui votent pour en quelque sorte l'abrogation de la démocratie, qui volent la démocratie aux gens, parce qu'ils leur rendent impossible la lecture de leur vote. Vous savez, il y a des situations absolument folles localement. Une liste UMP avec des dissidents socialistes, en face une liste socialiste officielle avec des dissidents communistes, des communistes officiels avec des dissidents socialistes, un marécage en état d'endroit qui rend... Ça va être difficile de mesurer qui a gagné au terme des municipales avec toutes ces alliances, comme vous dites, un peu bizarres. Oui, moi j'ai toujours craint ça, c'est que le président de la République, avec son ouverture, voulait surtout rendre illisibles les élections intermédiaires. C'était ça que je croyais. Maintenant, bon, quand même, n'exagérons rien. Dans les grandes villes, on va bien voir le résultat. Et ce sera les grandes villes, c'est-à-dire jusqu'à 40 000, 30 000, 20 000, les choses sont quand même assez claires. Mais nous devons être attentifs au fait qu'une gangrène commence à se répandre, qu'est la touillette politique qui prévalait sous la 4e République, c'est-à-dire on mélange tout et n'importe quoi et plus personne ne s'y retrouve. Et ça, c'est très mauvais parce que l'élection municipale, c'est en quelque sorte la base de notre démocratie. Hein. Et honnêtement, bien sûr qu'il n'y a pas de trottoir qui doit être repeint suivant la gauche ou suivant la droite, mais par contre, les politiques sociales, les politiques scolaires, tout ça, oui, ça a un sens de droite et de gauche. Alors, il y a beaucoup de livres qui sortent en ce moment, des livres anti-Sarko, il y a des pétitions également, des unes de magazines. Est-ce que votre livre, réplique au discours du chanoine de Latran, Nicolas Sarkozy, participe de cette sarcophobie dénoncée par Max Gallo, Jean-Luc Mélenchon? Oui, alors Max Gallo est un hypocrite de grande envergure. Je l'ai entendu hier sur iTélé dénoncer l'hypocrisie. Oui. Enfin, quelqu'un qui a changé de camp comme lui et qui manie la comparaison avec les années 80, dans lesquelles il était un responsable de premier plan. Il était à l'époque un des dirigeants de la gauche du parti. Mélangeant ce qui a été... Enfin bref, Max Gallo n'est pas la personne la mieux placée pour juger, en historien, paraît-il, par-dessus le marché, de la situation politique du moment. C'est un magnifique écrivain. Ah, ça, rien ne lui retirera ce talent immense qu'il a et le bonheur qu'on a à le lire dans ses romans ou ses œuvres historiques. Mais pour la politique, c'est zéro pointé. Hein, c'est clair. Bon, mais quand il donc dit, on va déjà le mettre de côté. Il dit entendre tous les contempteurs du chef de l'État aujourd'hui crier un an ça suffit. Vous êtes dans cet état d'esprit? Non, mais je sais pas de qui il parle, mais qui a dit un an ça suffit. Il y a une manière aussi de dramatiser les choses. Moi, en plus, je ne participe pas à la curée personnelle. Je ne me mêle pas de sa vie privée. Je ne fais aucun commentaire sur le sujet, y compris quand vos collègues me sollicitent. Bon, je me contente de taper dur et ferme sur des arguments. Voilà. Moi, je m'oppose à Nicolas Sarkozy pour ce qu'il fait et ce qu'il dit. Voilà, point. Avec ça, alors là, vous avez analysé effectivement son discours, qu'il a repris d'ailleurs depuis sa visite au Vatican, qu'il a repris à Riyad, par exemple. Déjà, pardon. Et vous pensez donc qu'avec lui, vraiment, la laïcité est en danger? Après, il a un peu rectifié lors de son discours au CRIF. Vous, ça vous a pas convaincu? Non.
Non, d'abord, il faut dire une chose, par rapport à tous ceux qui, après l'avoir léché, le lynch, bon, on va mettre tout ça de côté. Cet homme est très cohérent. C'est pas une marionnette. C'est toujours la même affaire en politique. On commence par célébrer un homme, et puis après on le jette comme un bout de chiffon, sans tenir compte de la cohérence de ce qu'il fait. Depuis le début, c'est un idéologue. Ça paraît curieux que je vous dise ça, parce que tout le monde dit ce type n'a pas deux idées de suite et lit les papiers à mesure qu'on les lui donne. Ce n'est pas vrai. C'est quelqu'un qui est construit politiquement, qui a une vision qui est celle, en gros, à la française, des néoconservateurs comme on peut les connaître aux États-Unis. Mais à la française, c'est autre chose, c'est une autre manière de faire les choses. Alors, qu'est-ce que c'est? Primo, un libéral, convaincu, c'est pas un libéral de circonstance. Avec de temps à autre, comme tous les libéraux du monde entier, bon, des accents un peu, on va dire, nationaliste en mettant des guillemets, parce que bon, bah, l'industrie française, c'est l'industrie française, et c'est pas parce qu'on est un libéral qu'on est prêt à tout passer par-dessus bord. Bon, donc ça, c'est pas vraiment contradictoire. Et le camp libéral a ensuite la doctrine, c'est il faut que quelqu'un fasse la police des esprits, puisque c'est pas l'État qui le fait. L'État-providence, c'est fini. Les syndicats, ça n'existe pas. Les partis politiques, ça sert à rien, puisqu'ils mettent en place des pantins qu'on renouvelle à chaque élection. Donc c'est pas ça. Il faut donc qu'il y ait une police. La police de la pensée, c'est la religion. De ce point de vue, je ne crois pas qu'il soit, quoi qu'il soit catholique, comme il dit lui-même, de tradition et de cœur, ce qui est son affaire et que je ne lui reproche pas, je ne crois pas que ce soit un bigot. Je pense que c'est quelqu'un qui a une vision instrumentale de la religion. D'ailleurs, les phrases sont innombrables où il dit « la France va pas mieux depuis que les banlieues sont des déserts culturels ». Si vous voulez bien lâcher un peu la banlieue, nous ne sommes pas des sauvages et nous n'avons pas besoin d'imams, de rabbins et de curés pour savoir nous tenir. Alors, nous en avons aussi besoin comme tout le monde, mais pas plus que ça. Donc on arrête de nous dire qu'on va nous envoyer la police de l'esprit chez nous. Parce que le président, l'imam, le rabbin et le curé ont une vocation à peu près équivalente à celle de l'instituteur. Puis c'est ce qu'il dit, oui. Il dit même que à peu près équivalente parce qu'il s'est aperçu qu'il est allé trop loin. Ouais. Mais dans le texte à Latran, il dit non, c'est au-dessus. Les autres peuvent que s'en approcher parce qu'il y a une radicalité de vie. Double erreur. Aucun d'entre nous, bon républicains, qu'on soit de droite ou de gauche, ou comme parents, nous nous recommandons la radicalité de vie, parce que ça, c'est la porte ouverte à la folie. C'est pas ça qu'on enseigne à nos enfants. On enseigne à nos enfants, on essaye. Et nous-mêmes, adultes, on essaye de s'y conformer, la mesure, l'équilibre, bon, le sens des responsabilités. Donc lui, il est très, très ardent, défenseur d'une autre vision de la société. Alors, il a fait ça très bien. Il commence par parler de la laïcité. Alors, il fait semblant de découvrir un concept que j'appelle, dit-il, laïcité positive. Là commence le tour de passe-passe. Car la laïcité positive n'est pas une invention de M. Sarkozy, c'est une invention du pape, qui a expliqué qu'il y a deux formes de laïcité. Il y a la laïcité qu'il qualifie de saine, qui est nouveau pour l'Église, et l'autre, évidemment, sous-entendu, elle est malsaine. La malsaine, c'est la mienne, pour le pape. Et qu'est-ce que la laïcité positive? C'est la laïcité où l'État n'est pas seulement neutre, ce qui est sa mission, mais où l'État reconnaît les religions et considère, comme le dit M. Sarkozy, qu'elles sont un atout. Donc on passe de la neutralité indifférence, qui est institutionnellement la loi de 1905, à la valorisation égale des religions. Mais ça, c'est tout autre chose. Donc la laïcité est en danger de ce point de vue par une conception qui n'est pas la laïcité telle que l'ont formulée les pères fondateurs de 1905, ou si on voulait vraiment remonter, les philosophes des Lumières, ou les premiers indépendantistes américains qui étaient extrêmement tranchés sur cette question, et tout aussi féroces que nous sommes dans la loi de 1905. Après, il y a des choses dans ce discours qui est franchement méprisable. Adopter le point de vue de l'Église, qui n'a rien demandé, d'une manière aussi vulgaire à propos de l'histoire de France, en disant que dire que la loi de 1905 était une loi de tolérance et de liberté, c'est une reconstruction après coup de l'histoire, c'est adopter le point de vue des cléricaux de 1905. Et faire comme si le pape de l'époque n'avait pas condamné la loi de 1905, n'avait pas appelé à la désobéissance. Pendant plus de 20 ans, il a été impossible d'obtenir que les associations cultuelles se fondent pour qu'on leur attribue la jouissance des locaux, parce que le pape l'interdisait. Franchement, d'abord, c'est des vieilles querelles, ça. Personne ne demandait rien. Pourquoi ramener ça sur la table? Et pourquoi le président de la République française va-t-il au Vatican capituler sur ce point? Donner tort au père fondateur de la patrie républicaine au nom de je ne sais quel convenant de chanoine folklorique de Latran? Je dis folklorique pourquoi? Parce que franchement, ça commence à bien faire. Pour quelqu'un qui nous fait des leçons de religion comme ça, et l'autre qui nous fait des leçons de dogme, le pape, quoi?
Cet homme est divorcé, il est excommunié, vous en faites un chanoine. Qu'est-ce que c'est? Une mascarade, tout ça. Voilà pour votre discours, votre réplique donc au discours. C'est très argumenté. Oui, alors ça sort à Café République, effectivement, c'est très argumenté. C'est une analyse que vous avez présentée devant le Grand Orient de France, Jean-Luc Mélenchon. On a appris l'appartenance récemment de Xavier Bertrand à la franc-maçonnerie. Elle a été révélée par l'Express. Est-ce que vous y voyez un gage, justement, pour les valeurs laïques et républicaines que vous défendez avec fougue? Bon, moi, de ce que j'ai cru comprendre, le fait d'annoncer l'appartenance à la maçonnerie est une question personnelle. Donc, dans l'enquête de l'Express, je ne sais pas si on pose la question à M. Xavier Bertrand, êtes-vous franc-maçon? Parce que c'est de lui que dépend la décision de le dire ou pas. Ouais. Je trouve qu'il y a un côté un peu fouille-feuille, là, aller dire celui-là l'est pas. Bon, moi, régulièrement, tantôt j'y suis plus, suivant les articles de presse. Moi, j'ai une règle personnelle qui ne concerne pas que la maçonnerie, qui concerne en général. Je pense que quand on est un élu et qu'on est un représentant du peuple, on a le devoir de ne jamais annoncer une appartenance religieuse ou philosophique qui est de nature à blesser ce dont vous êtes les mandants. Par exemple, le général de Gaulle, dans une autre époque, aller à l'église, bien sûr. Et moi, j'y vais quand on enterre un copain ou qu'il y a des cérémonies de cette nature et que le copain le camarade est un croyant avec sa famille. Je participe à leur douleur collective. Je suis là. Mais le général de Gaulle ne communiait jamais. C'est-à-dire que vous ne devez jamais donner de signe de connivence particulière avec une religion. L'élu doit être l'élu de tout le monde. Et pour ça, ne pas manifester autre chose que des idées politiques vérifiables et sanctionnables. Donc évidemment, quand le premier des élus, le président de la République, affirme son catholicisme, ça vous choque? Oui, je pense qu'il n'avait pas besoin. Ce sont des choses qu'on doit garder avec un peu de pudeur pour soi. Moi, je suis partisan de pratiquer la vertu républicaine. La vertu, c'est un ensemble de règles. Bon, des fois, ça peut paraître un peu désuet, un peu dépassé, mais on s'y astreint. On se lève quand on entend la Marseillaise, quand on est un élu, on respecte le drapeau, on ne met pas en avant sa religion, on salue ses adversaires politiques, on leur serre la main parce que nous sommes en République et qu'on doit donner des leçons de fraternité républicaine. Bon, bah alors c'est sur ces grands principes qui viennent d'être rappelés par Jean-Luc Mélenchon qu'on va se quitter. Monsieur le sénateur, merci d'avoir participé à ce rendez-vous de Face à nous. Merci à tous. Bonsoir, à très vite.